Je suis un témoin et je rapporte du son et de l'image. Et très prudent, je prends des précautions. For decades, Jean-Yves Casca has been one of France's most respected and influential paranormal researchers. With a distinguished academic background, he has authored numerous books on the subject and hosted one of Europe's longest-running paranormal radio programs. Living in France, Jean-Yves has kept a relatively low profile in recent years, but now he's speaking publicly again to revisit one of the most extraordinary and perhaps most important UFO cases you've probably never heard of in the United States. It's the story of Dr. X, a French physician who claimed that a UFO visited him once a year, causing a mysterious triangular mark to appear on his body. Even more remarkably, after his first encounter, a rare neurological condition he had suffered from for years reportedly vanished. Jean-Yves was granted unprecedented access to Dr. X, and over the course of several years, he became the only researcher to extensively document the case, witness the phenomenon firsthand, and preserve the interviews, photographs, medical records, and film footage surrounding one of the strangest cases in UFO history. We've recorded an exclusive interview with Jean-Yves. In it, he shares new details, personal memories, and never-before-seen archival material from his investigation into the Dr. X case. What got Jean interested in the topic of UFOs and strange happenings in the beginning? Oh là là! Oh là là! Alors, j'ai commencé à découvrir l'existence de l'étrange très tard. C'était au cours de ma thèse sur l'Odyssée d'Homère. Et dans l'Odyssée d'Homère, je trouvais énormément de contradictions avec les traductions qu'on avait faites jusqu'à ce que je m'y intéresse. Et donc, je voyais que il y avait des choses dans ce que j'avais appris à l'université qu'on m'avait présentées comme des vérités certaines et qui, en fait, n'étaient pas certaines du tout et qu'il fallait s'y intéresser et les remettre en question. Et donc, ce que j'ai mis en évidence, c'est que on pensait jusque-là que les voyages d'Ulysse s'étaient effectués dans la Méditerranée. Et en fait, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que ça s'était passé dans l'océan Atlantique. Et c'est en travaillant sur les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux, donc où habitait Ulysse, l'île d'Ithaque dans l'Odyssée par exemple, quelles étaient les îles qui constituaient son royaume dans le livre d'Homère, et etc. Mais en travaillant beaucoup sur les noms de lieux, que je me suis rendu compte qu'on pouvait aisément trouver ailleurs sur la planète un endroit qui avait exactement toutes les caractéristiques, jusqu'au détail d'avoir des plongeurs qui allaient chercher des éponges sous la mer. Et donc, toutes les caractéristiques du royaume d'Ulysse dans l'Odyssée, on les retrouvait dans les Bermudes, avec les îles de Eleuthera et 4 autres îles qui étaient autour. Voilà. Et pour bien comprendre, dans l'Antiquité, le nom d'un lieu, c'était toujours la caractéristique la plus évidente pour le plus grand nombre.
Si une île s'appelle l'île Long, Long Island, c'est parce qu'elle a une forme de bâtonnet, elle est droite. Si une île s'appelle le Triangle, c'est parce qu'elle a une forme de triangle, etc. Et donc, cette caractéristique-là, toutes les civilisations l'ont eue. Et donc, en partant sur cette piste-là, d'une part, mon professeur a accepté de me suivre. Il m'a même fait la préface de mon premier livre, ce qui était très gentil. Mais ça m'a amené, moi, puisque ma formation, c'était le grec classique, ça m'a immédiatement rappelé, évidemment, Platon, et Platon qui parlait d'Atlantis, la fameuse Atlantide. Et donc, j'ai continué mes recherches, donc là, en retravaillant Platon, mais avec la méthode de traduction que j'avais mise au point sur l'Odyssée. Et effectivement, l'Atlantide devenait une enquête qu'il fallait mener jusqu'au bout et qui donnera donc 4 livres. Après le premier qui était Ulysse au Triangle des Bermudes, je me suis retrouvé donc en Amérique centrale et donc ça a donné Maya, Aztèque et extraterrestres. Et ensuite, pour aller plus au fond des choses sur les Aztèques et les Mayas, énigme de la fin d'un monde, parce qu'ils ont disparu très brutalement et très bizarrement. Et enfin, les archives secrètes de l'Atlantide. Et ces 4 livres, c'est la recherche que j'ai menée quand j'étais étudiant. So I would like to know when you first heard about the Dr. X story and what made you interested in pursuing it. Alors, ma vie est faite de hasards, mais qui n'en sont pas. Donc, Dr. X, pour moi, c'était ce qu'on appelait une légende urbaine, c'est-à-dire on se racontait cette histoire-là, mais j'arrivais pas à croire qu'elle soit vraie. Donc, je savais un peu qu'il y avait Aimé Michel, qui était le pape de l'ufologie, qui avait travaillé dessus, mais je n'avais pas lu ses articles parce qu'ils étaient en anglais. Je savais aussi que Aimé Michel donc était très important parce que il était la référence d'un livre qui a eu un énorme succès en France dans les années 60, enfin au début, à partir de 1960, qui s'intitulait Le Matin des magiciens, et où il faisait allusion à Aimé Michel comme une référence, hein. Et puis, il y avait évidemment Jacques Vallée avec le Collège Invisible, qui lui aussi parlait de l'histoire, donc, mais plus tard, en 75. Mais pour moi, ça restait vraiment une légende urbaine, c'était pas ce qui m'attirait. Moi, en fait, j'étais plutôt intéressé par la fameuse dalle de Palenque, qui, chez les Mayas, vous savez, représente euh, peut-être un astronaute pilotant un engin, sauf que c'était il y a des centaines et des centaines d'années. Alors ça m'intéressait parce qu'il y avait de l'archéologie, il y avait, et c'était effectivement atypique. Je me retrouve à produire une émission sur la radio nationale française, France Inter. Et dans cette émission, donc, que j'avais appelée Boulevard de l'étrange, mon but, c'était évidemment de traiter les sujets de l'étrange et au sens large, en oubliant mes goûts à moi, mais essayer d'aller enquêter, puisque j'étais journaliste, pouvoir enquêter et aller voir si des choses résistaient à l'analyse.
en même temps, comme l'émission a démarré et a eu tout de suite un grand succès, j'ai créé immédiatement un festival, donc le Festival Sciences Frontières, qui était un festival de l'étrange, de la science frontière, les frontières de la science, jusqu'où on pouvait aller, utiliser la science et aller. Et donc, ça devait être la deuxième édition du festival, ou la première, je ne sais plus. Donc, ça devait être la première édition du festival. Et comme l'émission était déjà connue, évidemment, il y a des gens qui sont venus au festival pour voir en chair et en os les chercheurs que j'invitais à l'émission. Et un soir, à la fin d'une table ronde, il y a un monsieur qui vient, qui s'approche de moi et qui me dit bonjour, j'écoute vos émissions, j'aime beaucoup, je suis Docteur X. Et là, moi, sur le coup, je ne l'ai pas cru parce que j'étais persuadé qu'il n'existait peut-être pas. Donc, quand Docteur X me dit qu'il est Docteur X, moi, sur le coup, j'ai du mal à le croire. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, une sorte de curiosité. Et puis, il avait l'air très normal, très sûr de lui. Il ne faisait pas personne un peu folle. Et, euh, et donc, je lui dis, bah, si vous êtes réellement Docteur X, on se retrouve la nuit du 1er au 2 novembre, vous me donnez votre adresse et je viens chez vous et je vais voir s'il se passe quelque chose. Et donc, j'y vais. Donc là, j'y vais tout seul parce que la seule chose qu'il m'avait demandé, c'était de préserver le secret de son anonymat, de jamais dire où il habitait, qui il était, etc. Et donc, j'y vais seul. Et donc, je me retrouve là-bas. Et là, comme vous verrez dans le film, je suis époustouflé parce que euh, je- j'étais tellement dans le doute que je lui avais demandé l'autorisation de l'accompagner même quand il irait au WC, parce que ça durait plusieurs heures. Et il avait accepté, donc, parce que j'avais peur qu'il triche, parce que comme il était médecin, c'était réellement un médecin. Il pouvait connaître des pommades, des médicaments que moi j'ignorais complètement et qui auraient pu créer, pourquoi pas, une irritation apparente sur sa peau. Donc, je ne voulais pas me faire léser. Donc là, j'étais juste avec mon magnétophone qui tournait en permanence, mais pas de caméra et personne d'autre. On était là et il y avait sa femme, bien sûr. Et donc, j'ai passé la première nuit avec lui et j'ai vu exactement comment ça se passait. Le plus spectaculaire, c'était que après les 3 points du triangle, euh, il y avait comme une main invisible qui traçait le contour du triangle, les 3 côtés, et après, progressivement, ça devenait de plus en plus rouge à l'intérieur de la surface du triangle, mais sans jamais déborder d'un demi-centimètre. C'était parfait, quoi. Et j'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Alors j'avais mon petit appareil photo, donc je faisais des clichés quand même, parce que je commençais à me dire que j'allais revenir avec une équipe de télévision pour filmer la chose. Donc je voulais pouvoir prouver que j'avais pas trop bu ce soir-là. Donc ça a duré assez longtemps puisque le triangle apparaissait à partir de minuit, 1 heure du matin. Et il était terminé, bien rouge, bien stabilisé, au petit matin. Et donc, on a eu le temps de parler, parce qu'évidemment, on n'a pas dormi une seconde. Et donc, il m'a raconté son histoire, comment c'est apparu, euh, le,
la première fois, il voit deux soucoupes volantes qui émettent un faisceau lumineux et il se protège les yeux pour pour pas être ébloui. Et comme il était en pyjama, en fait, ça c'était son explication. Comme il se protège les yeux en levant les deux bras, en fait, le pyjama s'ouvre en triangle. Et il me disait, mais c'est peut-être ça qui a fait que ça avait la forme d'un triangle. Alors ça me semblait pas très cohérent, mais c'était extraordinaire de vérité. Et en plus, le centre du triangle, tout ce qui était rouge, était insensibilisé. Il ne ressentait rien. Il ne savait pas si on le piquait pendant qu'il tournait la tête, il ne réagissait pas. Et donc, je suis évidemment revenu l'année d'après. Alors, c'est sûr que ça a été une enquête qui a été très longue parce qu'on pouvait avoir rendez-vous que l'année d'après. Donc là, comme j'étais sur place, je suis un peu resté quand même. Et donc, parce que je voulais attendre le fait qu'ils reviennent à l'état initial. Et en fait, ça a duré 3-4 jours et on a vu desquamer, alors je ne sais pas comment on dit, enfin la peau qui reprenait sa couleur naturelle petit à petit. Et en fait, évidemment, en 4 jours, on a eu le temps de se parler beaucoup, de vraiment faire connaissance, etc. Et donc, il m'a sorti son dossier médical. Et dans le dossier médical, on voit qu'il était pensionné suite à une blessure à la guerre d'Algérie, où il était médecin pendant la guerre d'Algérie. Et cette blessure, entre autres, c'est que, parce qu'il avait été touché à la tête, ça provoquait, ça s'appelle un syndrome de Babinski. En fait, quand on va chez le médecin pour tester les réflexes, on passe sous le pied un, un, un coup d'ongle, par exemple, avec le pouce. Et là, la, la réaction normale, c'est de crisper son pied. Et lui, il avait un syndrome de Babinski, c'est-à-dire son réflexe était à l'envers du réflexe naturel. C'était une conséquence neurologique de la blessure. De même qu'il avait une hémiplégie non permanente. Donc, de temps en temps, il boitait, il n'arrivait pas à marcher, etc. Et puis, hop, ça remarchait, puis hop, ça s'arrêtait. Donc, il avait un vrai dossier, il était pensionné en plus. Donc, et puis, en tant que médecin, évidemment, il se surveillait. Voilà. Donc, c'était assez étrange. Et donc, ce qui était extraordinaire, c'est que depuis qu'il avait vécu l'observation des deux engins, le faisceau lumineux et le premier triangle, il n'avait plus aucun symptôme de ce pourquoi il était pensionné, c'est-à-dire il n'avait plus le syndrome de Babinski et il n'avait plus d'hémiplégie. Et mieux que ça, il avait une vitesse de sédimentation. Quand il se blessait, par exemple, sa plaie se refermait à une allure incroyable. What was the explanation of what was causing the triangle to appear? Ah, aucune, aucune. Moi, je suis un enquêteur. Je, je ne suis pas scientifique en médecine, par exemple. Non, je n'ai pas d'explication. Mais pour moi, c'est bien la preuve que c'est un dossier qui mérite d'être creusé. Je suis un témoin et je rapporte du son et de l'image. Et très prudent, je prends des précautions. Ah oui, yes, oh là là, oui, bien sûr. Très. D'abord, après cette première année, où j'ai été sûr, j'ai réussi à le convaincre euh, que, je, que je vienne avec un cadreur pour faire des images. Il voulait toujours la garantie de son anonymat. Donc, ce qu'on a fait, c'est, au lieu que ce soit une équipe de télé complète,
comme moi, je connaissais bien la radio, c'est moi qui assurais le son et juste un cadreur qui était un ami très très intime et qui n'a jamais parlé évidemment et qui avait accepté de venir. Donc on est retourné la deuxième année où là, ce sont les images que vous avez dans le film, où là on a tourné, on est resté 3 jours ou 4 jours encore, mais parce que on a, je m'étais dit qu'il fallait un argument euh, de technologie médicale pour essayer d'aller plus loin. Et donc, on avait obtenu d'un médecin radiologue qui avait un appareil qui permettait de faire des clichés thermographiques, c'est-à-dire en 3D à l'intérieur du corps, qui avait accepté donc de procéder à ces clichés sur le docteur X le lendemain matin de la seconde année. What was the result of the scientific analysis of the photographs? Alors, euh, ce qu'on peut répondre, c'est que d'abord, quand j'ai voulu obtenir qu'un radiologue réalise des thermographies sur le ventre de Dr X, euh, au départ, il avait dit oui parce que on venait filmer, mais et qu'il avait donc envie de passer à la télé, à la radio, etc. Mais il me disait, vous savez, moi, j'y crois pas une seconde. Il ne croyait pas qu'il allait avoir quelque chose. Et quand nous avons fait les photos, vous pouvez remarquer dans le film qu'il a exigé l'anonymat, il n'y a que ses initiales, et il a été filmé dans l'ombre pour qu'on ne le reconnaisse pas, tellement il était stupéfait des photos qu'il voyait. Alors, ce qui était le plus étonnant, mais ce qui était en même temps une forme de preuve que Dr X n'avait pas truqué, c'est que comme la thermographie en fait a réalisé une sorte de cliché en 3D, on se rend compte que le triangle n'est pas simplement superficiel sur la peau de son ventre, mais en 3D traverse son corps. C'est-à-dire tous les organes dessous ont aussi le triangle. Et ça, c'est difficilement trucable. Et c'est pour ça qu'il a voulu l'anonymat tout d'un coup, parce qu'il voulait pas d'emmerde avec les autres toubibs, quoi. I have a question. When it comes to Dr. X, did he ever publicly reveal himself, or he never did? Jamais. Never. Hmm. Never. Never. C'était la seule chose qu'il exigeait, c'était une garantie d'anonymat. Et en fait, c'est lui qui choisissait ses interlocuteurs, puisqu'au départ, il vient me voir à la fin d'une table ronde à un festival et qui vient se présenter en me disant bonjour, je suis Dr X. Mais c'était lui qui choisissait. He chose. Alors c'est donc moi j'ai suivi Dr X parce qu'on était devenus amis. Hein. Donc j'ai suivi Dr X pendant plusieurs années. On se voyait pendant 5 ans, on se voyait pour la nuit du 1er au 2 novembre. Et puis, comme ça se passait tout le temps, euh, après, on se voyait à titre amical, donc pendant les vacances, etc. Et un jour, il a déménagé parce qu'il a été à la retraite, puisqu'il était plus âgé que moi. Et il a été à la retraite. Il a déménagé pas très loin, mais dans un lieu, un petit village très reculé, où il risquait pas de rencontrer grand monde, enfin très solitaire. Euh, et donc,
on continuait, on se téléphonait, on s'écrivait, etc. Et un jour, je reçois une lettre. Alors là, je l'ai sous les yeux. C'était en 92, le 23 octobre. Et il m'écrit que le 18 octobre, pour la première fois de sa vie, le triangle est apparu. Non pas la nuit du 1er au 2 novembre, mais la nuit du 18 octobre. Et il me dit, c'est assez bizarre parce que le 18 octobre, c'est mon anniversaire. Et dans la lettre, il me dit, je me demande si ça ne veut pas dire que c'est la fin de cette aventure et que je n'aurai pas le triangle du 1er au 2 novembre qui suivra. Donc 18 octobre, il restait 15 jours. Et effectivement, ça s'est arrêté. Il n'a plus eu le triangle. Alors évidemment, il a été guéri, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il n'avait plus son hémiplégie et son syndrome de Babinski. Mais il n'y avait plus l'aventure. Et donc, voilà, ça s'est terminé comme ça avait commencé, en fait, de manière totalement inattendue. Et donc, j'ai sa lettre, et c'est vraiment bizarre. Et il termine d'ailleurs la lettre en disant, je te donne rendez-vous fin janvier à Cavaillon, parce qu'à Cavaillon, je faisais mon festival Sciences Frontières. Et effectivement, il était venu à Cavaillon fin janvier. Il venait pratiquement à tous les festivals. Voilà. Mais incognito, hein, personne ne savait. Enfin, moi, je savais que c'était lui, mais c'est tout. Comment ça finit? En fait, on s'est vu au minimum une fois par an au festival, puisque Sciences Frontières, puisqu'il venait tous les ans. Et puis, il est décédé en 2017, donc il n'y a pas très longtemps, et tout seul dans son petit village, euh, entouré de lavande. C'était. Mais si je peux. Non, je ne peux pas le dire parce que ça va indiquer où il était, mais le... c'est le fameux village, tu sais, où il y avait eu un atterrissage et il y a eu récemment un film. Thank you. Thank you. Thank you, Greg. We Vraiment, merci pour le travail que vous faites. we appreciate you coming on, and we will certainly be talking to you more in the near future. OK, volontiers. Bye bye. Bye bye.